Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bienvenue à cette table ronde que nous organisons à l'occasion de la commémoration de l'accession à la magistrature suprême du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour son quinquennat qui s'achève. Il vous souviendra, c'était le 8 août 2016. Justement, en prêtant serment ce jour, le maréchal du Tchad a annoncé plusieurs chantiers parmi lesquels la bonne gouvernance comme condition sine qua non du succès de nos actions et de la réalisation de nos espérances. Je reçois autour de cette table pour décortiquer surtout de la bonne gouvernance M. Sanjima Dounia, il est secrétaire exécutif du MAEP Tchad, mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il est aussi enseignant vacataire à l'École nationale d'administration. Monsieur le secrétaire exécutif, bienvenue à cette table ronde. Bonjour. Je reçois également Dr Ousmane Ouzibé, universitaire, juriste. Il est juriste politologue, enseignant de droit constitutionnel à l'École nationale d'administration. Docteur, bienvenue à cette table ronde. Merci et bonjour, monsieur Madigné. Mes chers compatriotes, la paix et l'unité, disais-je, constituent le soubassement incontournable de toute politique efficiente des progrès économiques et sociaux. Dois-je également vous rappeler que la bonne gouvernance, dans son acception large, est l'autre condition sine qua non du succès de nos actions et de la réalisation de nos espérances. Cette évidence est d'autant plus éclatante aujourd'hui que notre pays n'est pas épargné par la crise économique et financière qui affecte le monde entier. La rigueur et la transparence dans la gestion des ressources publiques à tous les niveaux, le fonctionnement efficace des services et institutions publiques, la lutte implacable contre toutes les formes de prévarication économique et financière, ce sont là des causes vitales qui mobiliseront mon énergie de tous les instants. Le quinquennat du chef de l'État, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui s'achève, quelles sont les avancées dans le domaine de la bonne gouvernance, telles qu'annoncées par le maréchal du Tchad lors de sa prestation de serment? La parole est à qui voudra la prendre. Merci bien. Rappelons le contexte. Le 8 août 2016, comme vous l'avez dit, à son investiture, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, en son temps, avait déjà mis comme un des axes principaux, un des piliers principaux de son mandat, la bonne gouvernance. Et nous, ce que nous allons retenir, ou ce que nous pourrons retenir, c'est que 2016, entre 2016 et 2017, janvier 2017, juste en quelques mois, le Tchad a adhéré volontairement, et ça c'est important, volontairement au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est une institution spécialisée de l'Union africaine dans la gestion du développement, dans la gouvernance. Et donc, en disant cela, en mettant la bonne gouvernance comme un des axes principaux de son mandat, le chef de l'État a déjà tracé une voie importante qui nous donne une idée déjà de ce qu'il y a lieu de faire pendant les 5 ans. Et donc pendant les 5 ans, il y a eu beaucoup de choses qu'on peut citer, mais l'élément important, c'est qu'en 2018, il y a eu les réformes institutionnelles qui ont été faites. Et quand on parle de réformes déjà, on parle de bonne gouvernance, on parle d'amélioration de la gouvernance. Et ça, c'est déjà un élément important dans l'élan de ce mandat-là. Justement, une rencontre d'envergure nationale, je voudrais parler du Forum national inclusif, qui a permis à toutes les forces vives de la nation de se prononcer sur des grandes réformes, justement comme annoncé, dans le sens de la bonne gouvernance et a conduit à l'avènement de la 4e République. Docteur, quelle lecture faites-vous? Bien, merci, monsieur Mbaïdigim Elon. Je voudrais tout d'abord remercier ici le ministre Sanjima Dounia pour sa présence, pour ne serait-ce que décrypter la journée du 8 août 2016. Et vous remerciez vous aussi de la télé Tchad pour l'occasion que vous nous offrez pour faire une petite réflexion sur la journée du 8 août 2016. Le chef de l'État, devant ses pairs africains, avait prononcé un discours.
Et dans ce discours, il y a eu des axes. Quand vous essayez de faire une relecture, sinon un décryptage du discours, vous allez constater que c'est un discours qui fait le bilan des 5 dernières années, c'est-à-dire de son mandat précédent, c'est-à-dire le 4e mandat, et en même temps un discours qui ouvre un chantier sur le mandat qu'il venait d'être investi, c'est-à-dire 2016-2021. Et là, nous pourrions dire au jour d'aujourd'hui, en 2020, que nous sommes à l'an 4, c'est-à-dire 4 années sont écoulées de son mandat. Et il est question de faire peut-être le bilan de ce qui a été projeté le 8 août 2016. Donc, effectivement, dans ce discours, il a été annoncé la question des réformes institutionnelles, puisque l'État avait connu une crise. La crise, elle est bien sûr économique, une crise économique qui a traversé, c'est pas seulement le Tchad, mais l'ensemble du monde par rapport à la crise du baril du pétrole que nous connaissons tous. Cet impact sur le plan économique a conduit ou a induit notre État de prendre des mesures. Un, on a vu, c'était d'abord les 16 mesures dès l'entame de ce mandat. Deux, il était question de réformer de façon drastique les institutions de l'État. Nous avons constaté des institutions budgétivores, sinon des institutions qui n'étaient pas productives. Et il était question de revoir pour que l'État ait une gestion efficace et efficiente de ses ressources. Voilà une lecture un peu de façon diagonale qu'on peut faire à l'entame de notre NG. Oui, des institutions ont été créées, des réformes ont été également opérées. Qu'est-ce que cela a apporté concrètement dans la gouvernance politico-administrative du pays? Sans arracher la parole à mon aîné, le ministre Sandima Dounia, je peux me permettre de dire qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'une république à une autre. Et la quatrième. Voilà, nous avons changé des institutions. Vous avez constaté que dans la nouvelle réformulation même de nos institutions, la primature a disparu. Parce que le but de la primature était de faciliter la tâche, peut-être à la présidence de la République, alléger un peu la tâche au chef de l'État, le maréchal du Tchad. Mais on a constaté que par moment, il y a des types de régimes qui ne servent pas l'État. La question de la gestion efficace et efficiente de nos institutions, de nos ressources, ont conduit à la disparition de cette institution phare qui était la primature. Aujourd'hui, nous sommes dans une voie ou sur une voie où le chef de l'État gère directement. C'est un régime de type présidentiel qui permet de faciliter la tâche, c'est-à-dire la lourdeur administrative d'antan, où il faut passer par la primature, les ministères concernés avant d'atteindre la présidence. Nous avons ce verrou qui est sauté et le peuple dialogue directement par voie administrative avec le maréchal du Tchad. Voilà la lecture ou l'analyse qu'on peut apporter par rapport à ce changement. Monsieur le secrétaire exécutif au-delà de ce que cela peut apporter comme impact sur le plan politico-administratif, il l'a si bien dit au départ, il y a le fait que la suppression de certaines institutions, la fusion d'autres organisations, comme dans le cas de ce qui a donné lieu à l'ANADER et autres, tout cela a permis, sur le plan économique, de faire des économies d'échelle assez importantes. Et ça, c'est important. Il ne faut pas voir seulement l'aspect politico-administratif de ces réformes institutionnelles qui s'inscrivent dans l'amélioration de la gouvernance, mais il faudrait également tenir compte de l'économie qui fait jeu avec le politique et avec l'administratif. Il y a également la médiature qui est partie. Oui, bon, je ne voulais pas citer toutes ces institutions, j'ai donné juste quelques exemples. Lui, il a cité la primature, il y a la médiature, il y a le Conseil constitutionnel, etc. Donc, ce sont autant d'organes qui existaient, qui ont soit rejoint d'autres organes, ou quelquefois ont disparu carrément, et cela, je le répète, a permis vraiment de faire des économies assez importantes, et ça, ça entre dans le cadre de tout ce qui est gouvernance. Toujours dans le cadre de la bonne gouvernance, il est prévu le respect, il est prévu la création de la charte déontologique pouvant régir le fonctionnement ou encore l'exercice de l'administration publique, et les cadres de l'État sont astreints à cette charte déontologique. À vous, en tant qu'acteur de la chose publique, quelle lecture vous faites du respect de cette charte déontologique?
Bien, d'abord, il faut reconnaître que l'esprit qui a conduit à l'institution de cette charte déontologique, à la source, ça a fait l'objet d'un débat au Forum national inclusif, dont moi et le ministre Sandima avions participé activement. Donc, l'idée était de créer un mécanisme pouvant prévenir les détournements des deniers publics. Vous voyez, à l'image du Sénégal, l'exemple du Sénégal avec la Cour, la CREI, hein, qui réprime un peu les enrichissements illicites. Pendant le forum, les forumistes avaient recommandé, c'était une recommandation qui n'a pas abouti, il fallait créer ce qu'on appelle la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Donc, qui jusque-là qui n'a pas abouti parce que ce souhait, il reste et il est encore visible, mais en lieu et place de la CRIEF, je crois que dans les recommandations, on a plutôt suggéré un pôle judiciaire. Un pôle judiciaire pour juger les infractions économiques. Surtout, vous voyez, un ministre est un citoyen, mais le statut du ministre ne donne pas lieu d'être jugé comme un simple citoyen. Donc il fallait créer un pôle judiciaire. Et là également, je crois, il y a un décret qui a suivi. Et il y a une loi à l'Assemblée nationale qui se prépare pour notifier cela et puis réprimer les infractions. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, nous avons la charte déontologique. Et le contenu de la charte déontologique, quand vous observez, c'était ne serait-ce que de compter sur la bonne foi de ces citoyens, de nos concitoyens qui seront responsabilisés à des fonctions gouvernementales ou à un certain niveau et de prévenir un peu le détournement. La base de toute la problématique ou de notre problème au Tchad, depuis un certain moment, que le maréchal du Tchad avait constaté et a programmé dans son dernier mandat comme programme politique, c'est de rendre efficient et efficace les maigres ressources que nous disposons. Vous savez, le monde traverse une crise économique. Le Tchad fait partie de l'un des pays du monde qui dispose des ressources naturelles. Nous avons cette chance-là parmi tant de ressources à exploiter juste le pétrole. Or, au niveau mondial, le pétrole, il y a une mévente. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est contenter du peu que nous avons pour que l'État soit satisfait dans sa globalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La gestion ancienne que nous avons eue n'a pas abouti, n'a pas débouché à quelque chose, puisque nous avons vu des personnes occuper de postes de responsabilité et devenir facilement milliardaires par un coup de bâton magique. Donc, l'État, en tant qu'institution, compte sur la bonne foi de ses dirigeants en les faisant signer une charte déontologique. Plus loin, nous avons le serment confessionnel. Oui. Vous voyez? C'est un élément important dans la réforme. Très important sur le plan juridique pour amener le responsable à montrer vis-à-vis des usagers de services publics ou de l'administration qu'il va gérer et à bon escient les ressources de l'État. Donc le fondement de la charte déontologique, moi je trouve qu'il est très important, mais nous appelons de tous nos voeux la CRIEF. Il le faut. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter sur la charte déontologique? Oui, peut-être pour étoffer un peu, ou bien pour dire que cette charte-là s'inscrit dans la droite ligne de la bonne gouvernance. Hein. En termes, au-delà de la diversité des définitions qu'on peut donner à la gouvernance, tout le monde s'accorde à dire la bonne gouvernance, c'est une gestion efficace et efficiente des ressources, que ce soit humaines, matérielles, financières, etc., mais dans le respect des droits de l'homme, mais également dans l'obligation de redevabilité. Et donc cette obligation-là doit imposer à chaque agent qui est chargé d'une mission quelconque à un certain niveau de responsabilité, à un certain moment de rendre compte. Et donc cette charte-là l'engage quelque part à faire de sorte que la gestion qu'il mène soit ensuite l'objet de comptes qu'on rend au public ou bien aux supérieurs hiérarchiques. Et ça, c'est important. Ça s'inscrit dans ce sens. Et je dis, c'est une bonne chose. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'inspection générale d'État qui assume le rôle de contrôle et de gestion de la chose publique. Quelle est votre appréciation par rapport à ce travail dans le cadre de la bonne gouvernance? Alors, moi, je voudrais simplement dire qu'il... Par le passé, avant l'inspection générale d'État, nous avons eu un ministère clé qui s'appelle le ministère de la moralisation. C'est-à-dire la question de moraliser ceux qui servent l'État dans ce pays s'est posée. Effectivement, il fallait peut-être entreprendre par
une sensibilisation, des journées de formation, ne serait-ce que recycler ceux qui servent l'État à gérer à bon escient les ressources. Ça n'a pas abouti. Il fallait changer de stratégie et encore le maréchal du Tchad a trouvé la stratégie de créer l'institution Inspection Générale d'État. Cette institution fait son travail, mais quelque part, nous constatons, malgré son existence, parfois il y a des ratés et les résultats ne sont pas apparents. Que faut-il faire pour lever ces obstacles par rapport à la mise en œuvre effective du travail de l'IGE? Moi, je pense que j'appelle de tout mon vœu. J'espère que je suis en train de me répéter, c'est redondant, mais la création d'une cour de répression, la CRIEF, que le Forum avait souhaité, si ça pouvait, c'est-à-dire l'évolution de l'IGE pouvait déboucher à la création d'une cour, cela pourra prévenir un peu les détournements des deniers publics et permettre peut-être à l'État d'encadrer la gestion de ses ressources. Cette cour-là, je crois que le genre de CRIEF existe également dans un certain nombre de pays, et dans ces pays-là, les impacts des actions des cours de répression se font sentir. En lisant les journaux, en essayant de voir un peu ce qui se passe ailleurs, je crois qu'en mettant en place une cour de ce genre-là, ça pourrait vraiment apporter du fruit. Le gouvernement du 14 juillet 2020 a eu à faire une formation. Est-ce que le travail que l'ENA entame s'inscrit dans le cadre de la formation des cadres pour faciliter la bonne gouvernance? Vous qui intervenez à l'Assemblée 2 d'ailleurs. Alors, moi je pense que la journée de briefing qui a eu lieu à l'ENA il y a quelques jours, avec l'équipe gouvernementale du 14 juillet 2020, était un exemple. Il existait par le passé, parce que je parle sur le contrôle d'un ancien ministre, des formations gouvernementales, mais c'était occasionnel. Mais nous, au niveau de l'ENA, avions pris l'initiative de suggérer au maréchal du Tchad que si cela pouvait se répéter tous les 6 mois, afin que l'équipe gouvernementale en action puisse ne serait-ce que comprendre les b.a.-ba du gouvernement, du pouvoir exécutif, pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une synergie. L'exemple, nous nous sommes fondés sur la France. Ça se répète peut-être quasiment tous les remaniements ou tous les 6 mois sur des questions clés faisant face à la nation ou au peuple. Donc, la journée que nous avons eue avec les ministres à l'ENA a permis à certains jeunes ministres qui venaient d'arriver, d'ailleurs, parce que nous allons enchaîner sur la question de jeunes ministres, la question de la jeunesse tchadienne qui se pose aujourd'hui. Donc, dans le discours programme du chef de l'État le 8 août 2016, il a évoqué la question de la jeunesse. Et aujourd'hui, on ressent avec ce gouvernement du 14 juillet, nous jeunes enseignants à l'ENA, nous nous sommes sentis impliqués et qu'il fallait faire cette suggestion au maréchal du Tchad afin qu'il y ait des journées, des briefings, d'orientation. C'est ce qui a eu lieu et je crois qu'il a été représenté par le secrétaire général de la présidence de la République et une journée très fructueuse et certains membres du gouvernement s'en ont sortis régaillardis d'ailleurs. Oui, monsieur. Oui, un heureux concours de circonstances. Le 24 juillet, lorsque ce séminaire gouvernemental se tenait, je surveillais également le contrôle continu des élèves de 2e année des carrières financières et économiques. Et ça porte sur le leadership et les grands principes de bonne gouvernance. Et donc c'est de vous dire que l'ENA est en train déjà dans ce perfectionnement des cadres tchadiens, l'ENA est en train d'amener les cadres tchadiens à avoir une idée de ce que c'est que faire du leadership, mais également à avoir une idée des principes qui fondent la bonne gouvernance. Et ça, c'est important. La bonne gouvernance, si je vous comprends bien, la bonne gouvernance, si on voudrait réussir la bonne gouvernance, il faut une formation, il faut une sensibilisation, non seulement de ceux qui gèrent, mais des contribuables, si on peut oser dire ainsi. Oui, parce que la bonne gouvernance, s'il faut parler comme les ambassadeurs de la paix, c'est un état d'esprit. Parce qu'il faut être disposé dans un état d'esprit pour pouvoir l'appliquer. Donc la bonne gouvernance est un comportement, c'est une habitude, c'est une sensibilisation, au-delà c'est une éducation. Et mieux vaut éduquer les hommes
pour mieux avoir des ressources humaines très propres et puis assurer une bonne gestion. Et à ce niveau, je crois que l'ENA s'est inscrit dans une logique depuis le 4 mars 2019, lorsque nous avons entamé la formation avec les élèves du second cycle. Je crois que la logique était d'aider à assainir les problématiques de notre administration. Donc, nous avons des thématiques qui reviennent le plus souvent. Je vais l'évoquer dans le sens de la contribution de la jeunesse tchadienne dans le processus même de développement de notre pays. Vous savez, c'est une école qui existe depuis longtemps, depuis Bernard Lane, dans les années 66. Et successivement, il y a eu plusieurs directeurs. Mais cette fois-ci, on a eu un directeur jeune qui est entouré des collègues jeunes qui apportent, chacun apporte du sien, des innovations, puisque nous avons été ailleurs pour poursuivre nos études, on est revenu servir le pays, donc nous copions des exemples positifs, que ce soit au Sénégal, en France, un peu partout, et beaucoup plus aujourd'hui nous copions l'exemple de l'ENA de France. Vous voyez, et ça nous permet, vu que c'est une institution qui est rattachée à la présidence de la République, de faire des suggestions, et dès lors que ça aboutit, cela peut contribuer aussi dans le développement de notre pays. Je voudrais allez-y. Oui, quand vous parlez de sensibiliser à la fois les administrateurs et les administrés, c'est important, un aspect important, parce que dans son fondement même, la gouvernance s'appuie sur des démarches participatives, inclusives, et dans ce cas, vous ne pouvez pas assurer une gestion de développement en excluant une partie. Donc, il n'y a pas seulement ceux qui sont chargés de mener la mission, de gérer les ressources publiques, mais il y a également ceux qui sont bénéficiaires de ces ressources et qui doivent savoir qu'est-ce qui se passe, et ça c'est important. Tout à l'heure, je voudrais préciser que la participation de la jeunesse, aussi bien que la participation de la femme, fait partie de la bonne gouvernance. Et le maréchal du Tchad l'a annoncé dans son discours d'investiture. Aujourd'hui, la réalité est là. Surtout la participation de la femme dans les fonctions nominatives comme dans les fonctions électives, monsieur le secrétaire. Non, il y a même des textes qui ont été pris et qui sont en train d'être appliqués en ce moment. Ce qu'il faudrait également rappeler, c'est que déjà en 2018, lorsque le Forum inclusif national se tenait, dans les grands chapitres qui devraient être soumis à discussion, il y a la promotion du genre, mais il y a également la promotion de la jeunesse. Et ça, c'est important. Oui, effectivement. Oui, mais dans la promotion ou dans la participation, le maréchal du Tchad a prévu récemment, dans les grandes annonces qu'il avait faites pour la lutte contre Covid-19, il y a des financements, il y a des subventions qui sont prévues pour l'entrepreneuriat des jeunes et surtout pour les femmes. Ça fait partie des éléments qui contribuent à la bonne gouvernance. Effectivement, donc à ce niveau, je crois que pour rejoindre le panéliste, au Forum national, la base a été discutée, c'est-à-dire la participation de la femme et de la jeunesse dans le processus même du développement ou de la gestion des affaires publiques. Et dans le discours programme du maréchal du Tchad, en 2016, cela figurait en bonne place. Donc l'application ou la concrétisation de ce qui a été promis aujourd'hui, c'est visible, en ce sens que nous avons l'ordonnance 012 de 2018 qui instaure la parité progressive. Vous voyez, nous sommes passés de 30% et nous sommes en train d'aller au-delà. Nous l'avions constaté dans le gouvernement du 14. Le gouvernement du 14, et là vous allez voir que des jeunes femmes qui sont nommées ministres, et là ça concrétise ou bien ça réalise à peu près ce que le maréchal du Tchad a promis en 2016. Et pour la jeunesse également, cela est visible dans ce gouvernement du 14. Pour vous dire vrai, c'est qu'aujourd'hui, en termes de participation de la jeunesse et de la femme, les réalisations sont à plus de 60%. Si nous essayons de faire un graphique de tout ce qui a été promis en 2016. Par conséquent, un autre constat qui revient pour la jeunesse ou la femme, nous avons constaté également que l'État a déployé des moyens, et si vous suivez la télévision nationale, il y a des moments où vous voyez des remises des chèques. Le ministère de la Jeunesse, à travers l'ONAGES, à travers l'ONAPE, vous voyez des chèques qui sont remis à des groupes de jeunes pour aller entreprendre. Parce que l'État a compris finalement, notre État, République du Tchad, a compris que faire bouger les jeunes dans le sens du développement, c'est pas seulement les intégrer à la fonction publique.
il faut aussi leur donner des moyens d'aller entreprendre. Et cela va faciliter aussi la tâche en termes de résorption de chômage à l'État. Et puis, un autre aspect encore plus fondamental, vous voyez les annonces de 20 000 recrutements à la fonction publique qui sont promis. Et aujourd'hui, cela est en train d'être concrétisé. Donc, la participation de la jeunesse et de la femme est un fait concret sous le mandat, le 5e mandat du maréchal du Tchad. Et ce début d'entrepreneuriat initié par les jeunes, je suis sûr que ça va donner encore de plus en plus des idées pour que des jeunes ne se concentrent pas sur les opportunités seulement qu'offre la fonction publique, mais également sur leur capacité à pouvoir mettre en œuvre un petit projet quelconque, etc. Et donc, dans ce sens-là, il serait bon également qu'il y ait des formations des jeunes sur l'élaboration des projets. Comment élaborer un projet, le rendre bancable, le rendre convaincant auprès d'un partenaire donné. Et ça, je crois que ça manque quelque part et les jeunes ont besoin de ça également. À l'ENA, je crois qu'il y a un volet formation aussi. Effectivement, il y a ce volet-là en matière de... Nous avons dans les gadgets de formation à l'ENA, avions proposé déjà le briefing dans la journée du 24 avec les ministres, proposé pour les cadres des différents départements. Vous voyez, les cadres de département, c'est-à-dire il y a des jeunes de tout âge et tout ça, cela est utile aussi aux ressources humaines de notre pays. La façon d'entreprendre, être productif, faire des plus-values, cela peut se répercuter de façon positive dans notre chaîne économique. L'aspect qu'a évoqué tout à l'heure le panéliste, je voudrais rebondir sur la question de faire occuper les jeunes en leur octroyant des moyens. Aujourd'hui, l'État a compris, au moins le fait de distribuer des chèques pour que ces jeunes aillent entreprendre peut régler un autre aspect que nous n'avons pas vu, l'aspect sécuritaire. Oui. Parce que vous savez, Boko Haram, cette secte est devenue presque une organisation qui tente de concurrencer les organisations étatiques en Afrique, surtout le G5 Sahel. Vous allez constater qu'un jeune dans la région du lac ou bien vers le Niger, j'ai caricature un peu, s'il n'a pas de moyens, dans la culture, c'est l'exil. Aller chercher ailleurs. Mais s'il ne peut pas aller ailleurs, au-delà de son environnement, pour retrouver des ressources, il est tenté ou attiré par ces sectes-là, qui vont lui offrir une moto, qui vont lui donner des moyens, une Kalachnikov et aller. Et là, notre sécurité est en danger, nous le voyons tous. Donc aujourd'hui, la politique de disposer des ressources que le maréchal du Tchad a promis dans son 5e mandat, qui est en train d'être réalisé, nous le voyons, je crois que c'est une bonne politique et s'il faut le maintenir d'ici 1 an, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous débattons de la bonne gouvernance, ce qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 5e mandat du maréchal du Tchad. Et nous célébrons le 8 août 2020, dans quelques jours. La lutte contre l'impunité est un indicateur important pour la bonne gouvernance. Quelle lecture faites-vous en tant qu'acteur de la chose publique? Oui, bon, enfin, ça vous le dites si bien. Quand quelque part il y a impunité, la gouvernance ne peut pas être respectée. La gouvernance suppose que les choses doivent se faire dans le bon ordre, dans le respect d'un certain nombre de lois, de textes d'application, de codes, de normes, etc. Et quand ce n'est pas respecté, il y a répression. Effectivement. Et quand il y a répression et que ce n'est pas appliqué, donc on se retrouve dans une situation d'impunité, ce n'est pas ce qu'il faut attendre d'une situation de bonne gouvernance. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui permet d'apprécier la bonne gouvernance? Pour rejoindre toujours le panéliste, c'est que l'appréciation de la bonne gouvernance, ce mot est intimement lié aussi, le contraire, presque c'est l'impunité. Oui. S'il y a impunité, il n'y aura pas bonne gouvernance. Ouais, donc c'est une circulation de deux côtés, mais je crois qu'il faut l'application des lois et règlements. Une application stricte dans le terme, surtout en matière de répression sur le plan pénal. Dès lors qu'un acte est commis, une infraction est commise, il faudrait que l'État, la justice, soit regardant à ce niveau. Là également, c'est quelque chose qui a été promis par le maréchal du Tchad dans son programme discours quinquennal.
Et le bémol, si nous constatons, c'est que parfois nos coutumes jouent de telle sorte que, ou nos traditions, nos faits traditionnels jouent, influent sur l'application des lois et règlements. Je prends un exemple. Le vivre ensemble au Tchad, généralement, parfois, dégénère en termes de quand il y a homicide volontaire ou involontaire. La question de la DIA, c'est un débat qui... Ça fait l'objet aussi des débats au niveau du forum international. Voilà, au niveau du forum. Vous voyez, l'application ou le respect des lois et règlements de ce pays, dans notre pays, passe également par là. Dès lors qu'il y a homicide volontaire ou involontaire, parfois, les gens ou les citoyens essayent d'arranger en dehors de l'État. Hein, vous voyez? Donc c'est là met à mal. Et quand la notion de bonne gouvernance, ça passe aussi par les droits de l'homme. Une vie qui est ôtée, il faudrait que l'État soit à mesure de réprimer. Or, la tradition se substitue complètement à nos lois au niveau pénal et essaye de régler le problème autrement. Ce qui fait que nous avons parfois des personnes qui ont ôté l'âme, qui devaient se retrouver en prison, sont dans la nature. Et cette question pose problème. C'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que ça ne constitue pas une faiblesse pour la justice? C'est pas en termes de justice seulement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans le cadre, l'exemple qui vient d'être cité, au-delà de la justice, il y a en amont des actions à mener en termes de sensibilisation, ce qui inclut les autorités traditionnelles, coutumières, ce qui inclut également dans la justice, effectivement, ce qui inclut même les organisations de la société civile. Enfin, tout le monde devrait faire je n'ose pas dire des plaidoyers, mais tout le monde devrait faire des actions de sensibilisation pour que les gens comprennent que le problème de la DIA ne concerne pas tous les groupes. Et il y a également le fait qu'on doit laisser l'État agir et ne pas se substituer sur la base de nos réalités ou de ce qui est socio-culturel là, faire de sorte que, bon, quelquefois on oublie carrément la justice. Hein, on a réglé ça à l'amiable, on considère, hein, dans certaines communautés, on considère qu'on a réglé ça à l'amiable, que la justice ne peut pas suivre son cours. Cela, ça arrive quelquefois. Pour élucider ce que vous dites, il y avait eu une conférence des gouverneurs qui s'était tenue, la deuxième du genre s'était tenue à Béchier, où la question de la DIA a été largement évoquée, mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que le fait de payer la DIA éteint l'action judiciaire? Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons quand même dans les recommandations du forum, on a dit clairement que la DIA ne doit pas faire obstacle à l'action publique. Déjà, même si les deux familles s'entendent, il faudrait qu'il y ait quand même une action publique qui se déclenche ou un procureur s'en saisit, puisque c'est une question très importante et cela touche du doigt le vivre ensemble. Alors, au-delà de la question sociale sur le plan du vivre ensemble, cela appelle ou induit la question du respect de nos lois et de nos règlements. Donc, c'est un exemple qu'on a pris sur la DIA. Quand vous déplacez le curseur sur un autre plan, sur les prévarications, les détournements des deniers publics, également vous constaterez avec moi que là, à ce niveau, nous avons toujours des difficultés dans la mesure où des personnes détournent allègrement. Oui, parlant du détournement des deniers publics, quand quelqu'un détourne, est-ce qu'il suffit simplement de faire la prison et sortir ou de rembourser ce qui a été détourné? Non, il faut faire comme les Sénégalais. Les Sénégalais avaient... Pourquoi ce mécanisme ne marche pas ici au Tchad? Oui, c'est un problème de culture et de comportement. Il faut obliger quand même l'auteur de l'acte à rembourser et faire la prison, parce que c'est là, au-delà de tout, c'est instructif. Ça éduque ceux qui vont occuper les mêmes responsabilités demain. Ben, je ne sais pas, je vais... Oui, il y a une loi et cette loi ne demande qu'à être appliquée, la loi 04 là, sur les répressions de tout ce qui est détournement, tout ce qui est trafic d'influence, etc., la corruption. Il faut l'appliquer. Cette loi existe et comme l'a dit si bien quelqu'un, le Tchad a cet avantage de produire de très bons textes. Hein. Quand certains de nos textes, on les montre ailleurs,
les gens ils disent, mais vraiment, ça c'est bien, hein, c'est bien fait, etc. Quand même dans le cadre de l'expertise des Africains qui étaient venus ici pour le rapport d'évaluation de la gouvernance au Tchad, ils étaient surpris par certains de nos textes. Hein. Ils disent, mais ça, c'est de très bons textes, ça va servir d'exemple dans d'autres pays, etc. Donc, pour revenir à votre question, c'est que les textes existent, et j'ai cité la loi 04 là, qui existe, il faut l'appliquer. Dans le cadre... Oui, en complément aux panélistes, c'est que vous vous souvenez dans le discours programme, puisque nous parlons du discours programme du maréchal du Tchad, le 8 août 2016, je crois bien qu'il avait lancé un avertissement devant ses pairs et devant tout le public qu'il va sévir. Il était très préventif, il a avisé que si jamais, à ce niveau, les textes ne sont pas appliqués, ne sont pas respectés, nos lois et règlements ne sont pas respectés, qu'il va sévir. Surtout sur la question des détournements. Il a été clair là-dessus. Et aujourd'hui, on peut dire que ce discours a servi également à mettre un peu des garde-fous, mais il faut aboutir à la CRIEF pour régler tout le problème. Le Tchad a adhéré volontairement au MAEP dans le cadre de la bonne gouvernance. Vous avez produit un rapport. Dans ce rapport, vous avez fait des suggestions et des recommandations. Mais faut-il vulgariser cela pour que les contribuables tchadiens le sachent? Là, en ce moment, nous avons été un peu surpris par l'intrusion de la Covid-19. Sinon, nous avions programmé une descente sur le terrain pour pouvoir, là nous sommes en train de voir dans les mois à venir, peut-être septembre, peut-être août, aller, mais ça ne va pas être des journées de présentation publique du rapport comme nous l'aurions souhaité. Ça va être certainement par un groupe réduit, hein, on va identifier quelques groupes cibles et on va le faire. Ça c'est sûr, on va le faire. Mais nous sommes également en train de voir, puisque en principe, quand le rapport d'évaluation de la gouvernance est produit dans le cadre d'un pays, il y a également un rapport de mise en œuvre des actions qui sont inscrites dans le plan national d'action. Dans le cadre du Tchad, par exemple, ça existe. Et donc, nous allons bientôt également, Dieu fasse que la Covid se retire très vite, nous allons aller vers les institutions pour voir qu'est-ce que ces institutions ont pu faire depuis la présentation du rapport par le chef de l'État à Addis Abeba. C'était en janvier 2017. Par exemple, si nous allons vers le département en charge de l'hydraulique rurale et urbaine, depuis 2017, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour qu'on puisse produire un rapport de mise en œuvre des actions, puisque le problème de l'accès à l'eau potable est un des problèmes révélés dans le rapport. Nous verrons bien qu'est-ce qui a été fait, et quand nous allons produire le rapport sera présenté par le chef de l'État à ses pairs pour dire voilà ce que nous avons pu faire par rapport au plan national d'action et voilà ce que nous n'avons pas pu faire pour telle ou telle raison, pour telle ou telle contrainte. Merci beaucoup. La diaspora tchadienne constitue un élément assez important qui a été cité en termes de gouvernance et le maréchal du Tchad l'a cité dans son discours le 8 août 2016. Aujourd'hui, quelle est la participation de la diaspora dans le développement au Tchad? Docteur? Alors, la participation de la diaspora, effectivement, où la diaspora a été prise en compte dans le discours programme en 2016 du maréchal du Tchad. En termes de réalisation, nous pourrions dire que la participation de la diaspora, elle est beaucoup plus indirecte que directe. Je m'explique. Indirecte en ce sens que la diaspora tchadienne à l'étranger, en Europe par exemple, essaie de soutenir directement les familles ici en faisant le système de transfert des biens, d'argent, etc. Cela contribue en termes d'injection sur le plan économique dans le circuit économique de notre pays. Mais de façon directe, la diaspora a du mal encore à se voir ici dans ce pays, dans la mesure où moi je fais partie de la diaspora tchadienne de France. Je suis rentré il y a 3 ans. La lecture que la diaspora le fait souvent, qu'on n'a pas confiance aux membres de la diaspora qui viennent pour servir l'État. Parfois, on pense que vous venez en espion, ou soit vous n'êtes pas du tout intégré, il faut que vous adhérez à un parti politique. Or,
l'Union africaine, je ne sais pas, dans son protocole, même l'acte constitutif, et si je me rappelle bien, c'est l'article 3, qui considère la diaspora comme une partie intégrante du continent, en ce sens que l'apport, il est à plusieurs niveaux. Sur le plan ressources, en termes de ressources biens et matériels, et également sur le plan de connaissances. Vous voyez, la formation des ressources humaines dont nous parlons. Vous trouvez une grande partie des Tchadiens formés en France, par exemple des médecins, nous avons fait face au Covid-19. Vous avez des médecins qui sont là-bas, qui peuvent apporter leur expertise pour avoir servi dans des grands hôpitaux ou des CHU en France, qui peuvent aujourd'hui venir aider le pays. Et ça, je vous le confie, franchement, il y a cette volonté-là, parce qu'on est tenté, quand on est à l'extérieur, on vit pendant longtemps, on a l'amour de sa patrie. Quand on voit d'autres pays, comme la France, citer la légende de leur histoire, comment ils se sont constitués, on a envie parfois que notre pays, nous également le Tchad, se développe ou aille dans ce sens-là. Mais la question de la confiance politique, la question de la participation sur le plan administratif, parfois c'est volontaire. Mais à ce niveau, s'il faut l'évaluer en termes de bilan, il y a une certaine méfiance vis-à-vis des membres venant de la diaspora, malgré l'expertise qu'ils peuvent apporter pour aider l'État du Tchad. Il y a des domaines clés dans ce pays aujourd'hui. Quand vous recherchez en termes de formation, il est question d'aller chercher un expatrié pour venir le faire. Or, des Tchadiens qui maîtrisent la question, qui sont à l'étranger, dans des grands pays développés, qui ont acquis une expérience et qui l'apportent pour le mettre à la disposition de la République du Tchad, parfois, on lit... Docteur, je rappelle que le maréchal du Tchad a fait un appel solennel appelant, bien sûr, la diaspora à regagner le pays pour construire. Oui. Il y a des gens qui ont regagné le pays pour construire de façon volontaire. Mais aujourd'hui, ces gens essayaient de faire un sondage. Ils sont où? Ils sont où? Ils servent l'administration. Mais comment? Dans quelles conditions? Il y a tout cet aspect-là que je voudrais profiter un peu de notre panel pour soulever, pour dire que c'est bien. Moi, je connais beaucoup de Tchadiens qui sont prêts à rentrer aujourd'hui, aider l'État sur le plan juridique, financier, dans tous les domaines. Mais bon, l'accueil n'est pas chaleureux lorsqu'on arrive, on n'est pas très bien accueilli et on pense que voilà, on est venu pour occuper des postes de responsabilité. Monsieur le secrétaire exécutif, que vous avez la même lecture. Mais ce que je voudrais déjà admirer par rapport à cette question-là, c'est qu'il y ait un ministère qui se charge à l'époque. Mais justement, même dans le dernier gouvernement, de l'étranger. Oui, dans le dernier gouvernement, il y avait le volet. Donc maintenant, peut-être ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faudrait que ce ministère-là fasse des efforts, non pas seulement de sensibilisation de loin, mais également à avoir des statistiques. Effectivement. Voilà. Oui, pour les différents profils qui existent. Voilà, c'est ça. Les statistiques, il en existe en ce sens que nous avons, par exemple, il y a de cela un an, organisé un séminaire au niveau de Novotel, la diaspora tchadienne de France. C'est-à-dire une partie s'est transportée avec nos propres moyens. Nous avons développé une association dans le cadre de la recherche au niveau de l'enseignement supérieur. Et il fallait apporter des ressources, c'est-à-dire des enseignants dans tous les domaines, venir aider le pays. Nous avons créé, le maréchal du Tchad a créé plusieurs universités aujourd'hui qui sont dépourvues ou qui manquent un peu d'encadreurs en termes d'enseignement. Donc, c'est dans ce sens que cette association est venue. Nous avons tenu un séminaire là pour essayer de vulgariser la question et aider l'État. Et parfois, sincèrement, c'est à titre de volonté. C'est pure volonté avec nos propres moyens, dire que notre pays est en souffrance dans tel domaine, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? À ce niveau, la politique a pris le dessus par rapport à la réalité qui peut permettre à l'État de découvrir que les fils de ce pays sont en train de servir ailleurs pendant qu'ils peuvent apporter leur expertise pour ce pays. Donc, au niveau de la santé, de l'éducation, d'une manière globale, l'enseignement supérieur, vous avez des talents. Les Tchadiens regorgés de talents. Pas seulement en France, aux États-Unis, partout. Mais parfois, c'est la question politique qui fait que les gens ils peuvent pas rentrer, voilà, pour X raisons. Mais moi, aujourd'hui, je suis rentré depuis 3 ans. Je sers volontairement mon pays et je suis très content. Je vais occulter la question de confrontation où on veut occuper de hauts postes de responsabilité. L'essentiel, c'est d'apporter sa contribution, sa pierre à l'édification de la République du Tchad.
Voilà un peu. Oui, autant que je me souvienne, hein, oui. Il y a quelques années, au ministère des Affaires étrangères, hein, il était question de faire une base de données, non pas seulement des cadres tchadiens résidents à l'intérieur, pour savoir par rapport à tel profil combien on a de cadres, etc., etc., pour voir les possibilités de les pistonner, de les mettre dans des organisations internationales, mais il était question également de faire cette base de données-là pour ce qui concerne la diaspora. Je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais je sais qu'il y a quelques années, l'idée a été lancée. Il y a même des cadres qui ont déposé leur CV, etc. etc. Certains ministères ont fait une liste pour dire que nous avons tant de spécialistes en cadastre, tant de spécialistes en environnement, etc. Une statistique. Oui, oui, voilà. Bon, on gagnerait à avoir une idée également de tout ce que nous avons comme ressources, comme potentiel au niveau de la diaspora. Et ça, c'est important. Ça permet à un certain moment de leur faire appel. Il a donné le cas de la santé, il a donné le cas de l'enseignement supérieur. Ils peuvent venir, donner des cours, repartir. Cela se passe. Hein. Effectivement. La gouvernance a une dimension pluridisciplinaire. Il y a la gouvernance climatique qui pose un problème planétaire aujourd'hui. Là aussi, le Tchad a adhéré au mécanisme de l'ITIE pour parler de la gouvernance dans les industries extractives. Monsieur le secrétaire exécutif de MAEP, qu'en est-il aujourd'hui? Bon, disons que quand on parle de tout ce qui est gouvernance climatique, ces derniers temps, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps parce que tout le monde le sait, le climat est en train de mener des perturbations, provoquer des perturbations très importantes, non pas seulement à l'échelle des pays en voie de développement, mais également à l'échelle des pays industrialisés également. Et donc, quand on prend le cas du Tchad a adhéré, fait partie des premiers pays qui ont adhéré à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Tchad a respecté toutes les différentes étapes jusqu'à jusqu'à là. Le Tchad suit également ses engagements, que ce soit en termes d'adaptation au changement climatique, d'atténuation des effets du changement climatique. Le Tchad le fait et nous pensons que la gouvernance climatique s'impose, surtout dans un pays, surtout dans les pays sahélo-sahariens, et dans un pays comme le Tchad, nous sommes comme qui dirait, pratiquement dos au mur. On n'a pas de raison de ne pas évoquer la question de la gouvernance climatique, de ne pas prendre en compte la question de la gouvernance climatique. Oui, je voudrais aussi abonder dans le même sens pour dire que voilà, la question climatique est un enjeu aujourd'hui mondial. Et vous allez voir que dans certains pays, il y a une percée des écologistes sur le plan politique. La France nous a donné une leçon il n'y a pas longtemps. Vous voyez, le parti écologiste français était un petit parti qui aujourd'hui, à l'image des partis communistes de l'époque ou les socialistes, aujourd'hui est en train de faire une percée sur la scène. Et les écologistes sont en train de rêver gouverner la France un jour. Parce que la question climatique est devenue une question très très compliquée à un certain niveau. Déjà, pour nous, au niveau de l'Afrique, nous avons les conséquences immédiates que nous ressentons. Également, quand nous parlons du discours programme du maréchal du Tchad, le ministère de l'Environnement, il a évoqué tout à l'heure la question hydraulique, la question, surtout, il y avait un temps un ministère spécialement dédié à l'eau. Donc, nous avons tous ces départements-là qui concourent et que le maréchal du Tchad a inséré dans son programme pour résorber un peu la question. Regardez les conséquences pour nous, Tchadiens, l'assèchement du lac Tchad, un grand lac d'Afrique qui pouvait alimenter des pays, des millions de populations qui est en train de disparaître. C'est une question qui nous touche presque et qui porte atteinte même à notre vie. Donc, la question climatique est une priorité dans ce quinquennat inscrit par le maréchal du Tchad, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire afin que cette question soit vue comme en France où il y a des percées sur le plan politique. Donc voilà. Aujourd'hui, la question de gouvernance climatique a des répercussions sur le problème foncier avec le conflit agriculteur-éleveur. Monsieur Sandima Dounia, qui est le secrétaire exécutif, en sait quelque chose? Non, en fait, ce que je voudrais également dire, c'est que le Tchad est à l'avant-scène quand on parle de la gouvernance climatique. Parce que, souvenez-vous déjà, en octobre 2010, le Tchad a accueilli le Forum de développement durable sur l'assèchement du lac Tchad.
et il y a eu un communiqué important qui a été pris. Nous avons accueilli des illustres hôtes. Nous avons également reçu des experts, des scientifiques du monde entier qui étaient venus. Ils étaient très nombreux. Ça, c'est un. Deux, il faudrait également signaler que c'est le Tchad qui a accueilli, qui a vu la naissance de l'agence pour la Grande Muraille Verte. C'est au Tchad que cette agence est née. Vous avez abordé un sujet très important aujourd'hui. Où en est-on avec la ceinture verte? Bon, alors, moi, je préférerais que ce soit le ministère de l'Environnement. Il y a problème parce qu'aujourd'hui, par exemple, si la ceinture verte fonctionne bien, la gouvernance climatique au Tchad aura vraiment avancé. Est-ce que dernièrement, vous avez fait un tour là? Je ne voudrais pas me substituer au ministère de l'Environnement. Je suis citoyen, donc je préférerais que cette question soit posée au ministère de l'Environnement. Ils ont entendu, docteur. Effectivement, le ministre a bien fait de botter la question parce qu'il y a un département qui est dédié. Nous, aujourd'hui, sur ce plateau, nous essayons d'apporter notre raisonnement en tant que citoyen, simple citoyen tchadien, sur la question puisque c'est transversal et ça nous touche tous. Effectivement, vous avez évoqué une question tout à l'heure. Cette question, elle est liée également au foncier. Et vous savez, dans la question foncière, dans ce pays, constitue à plus de 80% des contentieux au niveau des nos tribunaux. Donc, évidemment, il y a la question climatique, il y a la question liée aussi au système foncier. Et généralement, nous sommes un pays basé sur des rentes agricoles. Et quand la terre n'est pas productive, ça ne produit plus, ces populations ont envie de se déplacer sur un endroit où ils peuvent mieux produire. D'où le conflit agriculteur-éleveur. D'où le conflit entre les pasteurs et ces agriculteurs. Et généralement, c'est une question qui touche le vivre ensemble entre les Tchadiens. Donc là également, ça a été discuté au Forum national inclusif et ça a fait des recommandations. Je crois que la question est prise en compte. Et aujourd'hui, au niveau de la justice et tout comme au niveau des ministères concernés, clés tels que le ministère de l'irrigation, hydraulique agricole qui a changé de nom, essaie de traiter la question de telle sorte que le programme dédié par le maréchal du Tchad soit respecté. Nous abordons la gouvernance sociale aujourd'hui entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Peut-on parler aujourd'hui de la gouvernance sociale qui est en marche? Oui, la gouvernance sociale, cela touche directement à la question. Moi, je prends l'exemple des négociations qui ont eu lieu entre la centrale syndicale et le gouvernement tchadien. Vous avez constaté que le maréchal du Tchad a fait des promesses dans ce sens, c'est-à-dire la levée des 16 mesures. Il faut lever de façon progressive. Alors, cette progression qui s'est faite, nous sommes en mois de juillet, nous sommes en fin juillet. Aujourd'hui 30, nous avons constaté que les fonctionnaires ont gagné leur salaire il y a quelques jours. Et les indemnités sont dans ce gain, effectivement, la parole du maréchal de dire qu'il va lever les mesures et de façon progressive a été respectée. Donc à ce niveau, sur la question sociale, il y a un apaisement, il y a un respect et également, on peut le féliciter dans ce sens si un effort pouvait être fait parce que qu'est-ce que réclament les travailleurs tchadiens? C'est d'avoir mieux un salaire qui leur permet de vivre. Également, il est en train d'améliorer dans ce sens et on constate que la crise sociale est en train de se dissiper en ce moment. Je ne sais pas si... c'est un des aspects importants parce que gouvernance, bon, on parle de la gouvernance sociale. Quand on reprend les thématiques qui sont retenues par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, on dit si vous faites une bonne gouvernance démocratique et politique, une bonne gouvernance économique, une bonne gouvernance des entreprises, vous aurez certainement un développement socio-économique. Voilà. Ça, c'est important. Mais l'autre importance également, c'est que nous l'avions dit, vous ne pouvez pas faire de la gouvernance sans inclusivité, sans participation, etc. Et le fait qu'il y ait des négociations entre les partenaires sociaux et le gouvernement donne une idée déjà, une image, un reflet de ce que la gouvernance souhaiterait que ce soit. C'est-à-dire en termes de débat, on s'entend sur un certain nombre de choses, et on les réalise, et on avance, et c'est comme ça que se construit le développement. Avant de terminer, un tour de table pour votre mot de la fin par rapport à ce débat. Alors, je voudrais d'abord remercier notre télévision nationale, vous remercier vous en tant que directeur de la télévision nationale et remercier aussi le panéliste, le ministre Sandima Dounia pour ce débat
fructueux et sinon l'échange d'une autre facture. Ma conclusion va porter sur le terme gouvernance dont vous étiez en train d'évoquer. Aujourd'hui, en termes de bilan, sur le plan quinquennal, qu'a proposé le maréchal du Tchad aux Tchadiens en 2016, on peut dire, s'il y a une statistique, je peux le relever, je peux me permettre, sans prétention, c'est à plus de 70%. Et nous l'en félicitons, nous l'encourageons à aller de l'avant de telle sorte que la paix sociale règne dans ce pays. Nous le remercions d'ailleurs, nous remercions le maréchal du Tchad pour avoir, au-delà de la question sociale, pesé sur l'aspect sécuritaire. La question de la sécurité des Tchadiens est très importante. Et nous sommes l'un des pays en Afrique. Regardez nos 6 frontières, nos voisins. Aujourd'hui, partout, il y a des difficultés. Mais nous sommes l'un des pays où les Tchadiens dorment tranquilles et la sécurité est quand même sur le territoire, l'ensemble du territoire. On peut espérer que tout va bien. Autre chose, c'est de continuer également à faire participer la femme dans la gestion des affaires publiques, de ne pas également oublier la jeunesse. Et déjà, le gouvernement du 14 juillet dernier nous montre et nous donne l'engouement que cette fois-ci, la jeunesse est comprise et elle est prise en compte. Au maréchal du Tchad, la diaspora peut aussi beaucoup apporter dans ce pays. C'est important. Qu'il y ait que la méfiance entre la diaspora et le pouvoir se dissipe et qu'on appelle nos frères de la diaspora à la participation de la gestion des affaires publiques. Je vous remercie. Vivement que votre message soit entendu. Merci également. Bon, il a dit bien de choses que je pose entièrement. Oui. Mais ce qu'il faudrait également signaler pour la sécurité, pour ce qui concerne les aspects sécuritaires, c'est qu'il ne peut pas y avoir gouvernance, il ne peut pas y avoir développement s'il n'y a pas de sécurité. Dans ce sens-là, le maréchal du Tchad a mis en avant les aspects sécuritaires pour que, comme il l'a si bien dit, le Tchadien puisse dormir, le matin vaquer à ses occupations. Et ça, c'est important dans le cadre même de la gouvernance. Vous ne pouvez pas avoir de la gouvernance, faire de la bonne gouvernance sans sécurité. Et ça, c'est important. Pour le reste, l'implication des jeunes, l'implication des femmes, l'implication de la diaspora, je suis entièrement pour. Merci beaucoup à la télé, merci beaucoup à toute l'équipe et bonne journée à tout le monde. Au nom de toute l'équipe, je voudrais aussi vous remercier d'avoir accepté et de partager votre analyse sur la commémoration de l'accession du maréchal du Tchad à la magistrature suprême qui sera célébrée le 8 août 2020. Mesdames et chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité à nos programmes. Une fois de plus, restez des nôtres, respectez les gestes barrières parce que nous sommes pendant la Covid. Bonne fête à tous, au revoir et à bientôt.